Bienvenue dans le débat de France 24. On l'a beaucoup dit, mais cette fois, ça semble inéluctable. La ville d'Alep, en Syrie, semble en passe d'être reprise en totalité par les forces du régime et de ses alliés. Bachar al-Assad le dit lui-même, c'est un tournant après bientôt 6 ans de guerre civile qui est en train d'arriver. On voit le président syrien triompher dans la presse, alors que des dizaines de milliers de civils sont pris au piège dans les derniers quartiers encore tenus par les rebelles. Moins d'un cinquième d'Alep-Est. Reportage d'Arnaud Comte pour France 2. Asphyxiés, les rebelles savent que leurs jours sont comptés. Défaits rue après rue par l'armée du régime et son allié russe, comme dans ce quartier où les bombardements sont ininterrompus. Les forces pro-régime ont repris un symbole, la vieille ville, officiellement sans même avoir combattu. L'armée syrienne contrôle 80% d'Alep, une offensive éclair et dévastatrice. Sur cette carte en vert, les positions des rebelles il y a 2 mois à peine, en rouge celles du régime. En quelques semaines, les troupes de Bachar el-Assad ont totalement encerclé les rebelles, qui aujourd'hui sont assiégés de tous les côtés ici dans cette poche verte, où ils ne peuvent plus recevoir de renforts, comme nous le confirme cet habitant, joint par Internet. Les forces du régime sont très proches, à quelques mètres d'ici. Vous voyez, là, je suis dehors et je suis sûr qu'un sniper m'a dans le viseur. Nous sommes tous pris au piège dans cette poche. Cernés, les rebelles appellent à un cessez-le-feu. Mais pour Bachar el-Assad, hors de question de stopper l'offensive, lui qui affirme que la reprise totale de la ville représenterait, dit-il, une étape énorme en vue de la fin de la guerre en Syrie. La chute d'Alep semble donc désormais inéluctable. Alors que l'exode des civils continue, 80 000 personnes ont fui en moins d'un mois. Voilà, et puis sachez enfin que Sergueï Lavrov, cité par plusieurs agences de presse, annonce l'arrêt des frappes syriennes en Syrie, en tout cas à Alep. S'agit-il d'une mesure temporaire ou définitive? On va en parler. En tout cas, on débat de la situation aujourd'hui avec en duplex de Beyrouth avec nous Sophia Amara, grand reporter, auteur du livre Infiltré dans l'enfer syrien, du printemps de Damas à l'État islamique. C'est aux éditions Stock. Également avec nous David Rigoulet-Rose. Bonjour, vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies de 2002 à 2004, puis de 2006 à 2008. Vous êtes directeur des relations extérieures du groupe Marc. Et également avec nous en direct de Genève, Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous être l'auteur de Monde arabe entre transition et implosion. C'est aux éditions Éric Bonnier. Sophia Amara avec nous depuis Beyrouth. On l'apprend à l'instant. Il semblerait donc que Sergueï Lavrov annonce la fin des frappes aériennes syriennes sur Alep, et ce, afin de permettre l'évacuation des civils. Est-ce à dire qu'on s'oriente peut-être vers un cessez-le-feu un peu plus long que ce qu'on a pu observer le mois dernier ? Oui, le terme exact qui a été employé, c'est cessation des activités militaires actives, en ce sens que les bombardements vont cesser. La durée de cette cessation des hostilités n'est pas annoncée, mais elle permettrait en effet d'évacuer une partie des 190 000 habitants de la zone, de cette poche de résistance qui reste aujourd'hui encore aux mains des rebelles qui ont perdu, comme vous le disiez tout à l'heure, 80% d'Alep-Est, de la zone qu'ils contrôlaient dans Alep-Est. Ça peut vouloir dire que c'est le début de la fin pour ces rebelles qui n'ont plus aucun moyen de recevoir ni renfort, ni nourriture, ni quoi que ce soit qui puisse leur permettre de faire face à cette machine de guerre en marche depuis un mois, depuis le 15 novembre en tout cas, et des bombardements particulièrement intenses. Je me suis entretenue tout à l'heure avec des gens à Alep qui me disent on n'est même pas capable de sortir pour prendre quelques photos parce que les bombardements étaient intenses jusqu'à cette annonce qui date d'il y a 2 heures. Dominique Trinquant, comment vous comprenez, vous, l'arrêt de ces opérations actives alors que la totalité des quartiers n'ont pas encore été repris par l'armée syrienne? Alors, vu d'un œil militaire, je dirais deux éléments. Le premier, depuis le début, les Russes ont demandé l'évacuation de la population civile. Je rappelle que la population civile est otage
aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que tant qu'il y a des civils, la guerre dans la ville est compliquée. Donc la population sortant, il ne reste plus que les combattants. Oui. La guerre, j'allais dire, pour les attaquants est quand même plus claire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la carte était intéressante. On voit la diminution. D'abord, depuis le début, on dit qu'il y a 220 000 habitants dans la poche est d'Alep. Comme elle a perdu 80% Parce que j'allais vous de la demander surface. Combien de civils aujourd'hui vivent toujours il me paraît difficile de dire qu'il y a toujours 190 000 personnes dans la poche qui a été réduite à 20%. Oui. Mais bon, peu importe, je ne suis pas capable de faire le calcul. Mais en revanche, là où je suis capable de faire le calcul, c'est que dans une poche si petite, les frappes aériennes, alors que les troupes sont en contact, sont aussi dangereuses pour les troupes qui avancent que pour celles qui défendent. Et donc, il y a un moment où les frappes aériennes ne peuvent plus opérer en appui des combattants. Donc, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a bien sûr, depuis le début, évacuer la population pour que les combats puissent se dérouler de façon différente. Et puis, tout simplement, que techniquement, les combats ne sont plus les frappes ne sont plus efficaces puisqu'elles sont trop proches des combattants du gouvernement syrien et des Iraniens qui combattent. Donc on va assister à de l'artillerie et des combats de rue, c'est ça ? Des combats de rue, même l'artillerie, c'est plus possible. Dans une ville comme ça, vous savez, l'artillerie, c'est compliqué. Hein. Quand vous lancez un obus, vous savez jamais très bien s'il va tomber dans la rue ou juste sur l'immeuble à côté. Donc c'est un peu compliqué. Je pense plus à des combats de rue, hein, effectivement, ou voire du corps à corps, comme ça se fait aujourd'hui à Mossoul. Alors, la question qui se pose, c'est que l'annonce a été faite par M. Lavrov. Oui. Est-ce que les combattants à l'intérieur de la zone laisseront partir la population? Parce qu'on sait que depuis le début, la population, de son plein gré ou forcée par les djihadistes, ne veut pas sortir de cette zone. Toujours selon Sergueï Lavrov, un accord serait intervenu entre Américains et Russes pour une rencontre d'experts samedi à Genève pour évoquer la situation d'Alep. Genève, où vous vous trouvez à Sini Abidi, on assiste à un ballet diplomatique actuellement sur place. Oui, la réunion a été prévue pour ce vendredi. Avec des préparatifs avec les experts qui sont toujours là d'ailleurs. Hein. Il y a les experts américains et russes qui sont à Genève depuis un certain moment et ils discutent d'une manière régulière. Les Russes ont tenu bon, c'est-à-dire que d'abord ils ont demandé le retrait des éléments du front Al-Nusra, appelé maintenant donc le front de la conquête de Chem, et ensuite ils ont développé cette demande en demandant le retrait de tous les rebelles, de tous les combattants. Évidemment, les Américains et les autres participants dans les réunions d'experts à Genève ont refusé en disant que ce n'est pas possible de demander le retrait de tous les combattants dans la mesure où il est très difficile d'avoir leur feu vert. Là, avec la réunion de samedi, ça veut dire qu'on va arriver à des modalités de retrait militaire et surtout comment sécuriser le retrait de ces combattants, d'autant plus que les rebelles eux-mêmes ont demandé une trêve humanitaire de 4 jours, sans oublier l'appel qui a été signé par six nations hier. Je pense que tout ça a trouvé des échos favorables et d'autant plus que Moscou a finalement atteint tous les objectifs qu'elle avait tracés dès le départ. David Rigolero, certains de ces mouvements étaient soutenus jusqu'à présent par la Turquie et les États-Unis, entre autres. Est-ce qu'ils soutiennent toujours justement ces mouvements sur place, ces mouvements rebelles dans Alep ? C'est le problème de séparer le bon grain de l'ivraie. Hein. D'ailleurs, c'était l'ultimatum russe permanent à l'endroit des Américains. C'était prouvez-nous que vous pouvez distinguer ceux que vous qualifiez de modérés des islamistes ou des djihadistes du Jabhat Fatah al-Sham, par exemple, qui est en fait le nouveau nom pour Al-Qaïda en Syrie. Et donc, effectivement, l'ex-front Al-Nusra depuis l'été dernier. Donc, c'est extrêmement difficile pour les Américains. Et c'est cette contradiction qui n'a jamais été résolue, finalement, qui a été largement instrumentalisée par les Russes et qui peuvent dire maintenant, écoutez, compte tenu des éléments, nous, on décide, on impose un certain nombre de choses. Et d'une certaine manière, c'est acter la défaite effectivement des rebelles à Alep. On peut dire à l'heure qu'il est que Washington et Ankara ont laissé tomber les rebelles d'Alep ? Oui, alors pour des raisons pas forcément identiques. Hein. Les Américains, c'est parce qu'ils ont toujours eu des difficultés effectivement à gérer cette contradiction. Et puis manifestement, dans le cas d'Erdogan, il y a eu quand même des discussions avec Poutine. Hein. Finalement, on l'entend très peu Erdogan maintenant pour Alep. En revanche, il y a eu le cas justement de la frontière où il y aurait eu une sorte de partition de la Syrie qui s'est opérée. Il y a en tout cas quelque chose sur le terrain qui est en train de se mettre en place, incontestablement, qui ne va pas dans le sens de l'unité de la Syrie telle qu'elle existait avant. Alors c'est vrai que cette ville d'Alep, investie très tôt, dès 2012, était un peu la vitrine, un point d'appui pour un éventuel gouvernement rebelle. Sophia Amara, c'est un tournant dans la guerre qui est en train de se produire, comme le dit Bachar al-Assad.
Oui, tout à fait. Tout comme en 2012, l'entrée d'Alep dans le mouvement de révolte a été un tournant qui lui a donné une toute autre dimension, puisqu'au départ, la révolte syrienne a commencé surtout à Homs, qui en était pendant longtemps la capitale. L'entrée d'Alep, deuxième ville du pays, la première étant complètement bouclée, à savoir Damas, avait été un tournant pour la rébellion syrienne. Aujourd'hui, voir Alep tomber serait, comme lui-même, le président syrien lui-même l'a annoncé, une grande victoire et un grand pas vers la fin de la guerre en Syrie. Ça ne réglerait évidemment pas tout, mais évidemment que symboliquement, Alep, capitale économique, elle fut capitale économique de la Syrie, serait un point très important pour le régime syrien. Je tenais quand même à revenir sur la remarque qu'a fait votre invité tout à l'heure concernant les chiffres de 190 000 habitants. Oui, Dominique Trinquant. Il faudrait préciser qu'il y a 80 000 habitants qui en sont sortis, qui sont sortis de la région sous contrôle de la rébellion. Depuis le 15 novembre, effectivement. Que sont devenus d'ailleurs ces civils, Sophia Amara? Est-ce vrai que certains regagnent aujourd'hui les quartiers repris par le régime? Oui, c'est vrai. Ils sont passés principalement par la région de Masaken Hanano, où ils sont rentrés dans les zones sous contrôle du régime syrien. Je me suis entretenue tout à l'heure avec un des rebelles présents encore dans ce dernier carré qui résiste face donc à l'avancée des troupes régulières. Il y aurait eu 500 personnes qui ont été arrêtées et transférées à la prison, au centre de détention des renseignements de l'armée de l'air syrienne pour leur lien avec la rébellion. Et selon les rebelles, donc c'est au conditionnel, c'est à prendre au conditionnel, 240 personnes auraient été exécutées à leur sortie des zones encore sous contrôle de la rébellion. Général Dominique Trinquant, est-ce vrai qu'un certain nombre de rebelles ont déjà déposé les armes en négociant directement avec la Russie, c'est-à-dire sans plus passer par le régime syrien ? Alors, ça ne serait pas surprenant parce que, comme cela vient d'être exposé, la dureté du régime de Bachar al-Assad n'est plus à démontrer. Et donc, les exécutions, même si elles sont annoncées par la rébellion, il y en a, à mon avis, un certain nombre qui sont avérées. Et donc, les rebelles savent très bien le sort qui leur est réservé s'ils passent du côté des forces gouvernementales. Donc, ils ont intérêt, effectivement, à passer par des tierces parties. D'ailleurs, dans le début de l'offensive, en fait, il y a une zone kurde au nord. Et en fait, beaucoup des rebelles étaient partis vers la zone kurde. Ils préféraient aller chez les Kurdes qu'aller du côté gouvernemental. Oui. Hasni Abidi, ces civils dont on ignore le nombre exact, qui se trouvent actuellement dans ces quartiers d'Alep-Est, toujours sous le contrôle des rebelles, sont-ils eux-mêmes otages des rebelles, sympathisants de la cause? Quel est réellement aujourd'hui le soutien dont bénéficient les rebelles dans Alep? Il est très difficile d'évaluer le soutien ou la sympathie qu'ont les habitants de Alep-Est aux combattants, d'autant plus qu'on a une myriade de mouvements. C'est vrai que la chute d'Alep, c'est finalement la fin de contre-modèle, c'est la fin de l'alternative qui était jusque-là, puisque Alep était perçu par l'opposition dès 2012 comme une autre façon de gouverner la Syrie avec toutes les composantes de la société syrienne. Aujourd'hui, c'est l'échec. Évidemment, les civils sont l'otage de deux partis, le régime syrien avec ses forces, bien sûr, les forces libanaises, les forces irakiennes, afghanes, iraniennes, mais aussi les combattants radicaux qui aussi ne veulent pas que ces civils partent. Ça, il faut le dire. Mais attention, il y a une population civile qui n'est pour le Bachar, ni pour les rebelles, et qui veut rester parce qu'elle a peur, elle est inquiète de ce départ, et de ce fait, elle ne veut surtout pas abandonner sa terre pour aller au-delà, surtout on sait que les précédents sont très fâcheux, soit à Homs ou dans d'autres localités. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est vrai, vous avez parlé des rebelles. Oui, la Turquie a abrité des négociations importantes entre des représentants russes et des représentants de l'opposition, c'est-à-dire de tous les mouvements de rebelles. Tous ont demandé à la Russie une certaine médiation, et c'est là qu'il y avait ce plan de 4 points demandant une trêve entre 4 jours et 7 jours, et une trêve humanitaire que le régime, bien sûr, avait refusé. Et je crois que parler de tournant, oui, c'est un tournant, mais parler de la fin de la crise, je ne crois pas, parce que la crise syrienne, elle est beaucoup plus grave. Ce n'est pas une crise militaire. Bachar, c'est vrai,
il tient à contrôler le centre. Et finalement, la périphérie ne l'intéresse pas. Reprendre Alep, c'est un point important pour le régime, mais attention, la guérilla, enfin, la rébellion, finalement, va être libérée de la gestion, j'allais dire, municipale de certaines grandes villes et adopter un nouveau mode de guerre, d'affrontement, qui est une guerre une guérilla urbaine, et que ça va être très, très, très difficile. Un tournant, oui, mais c'est pas du tout la fin de la crise, d'autant plus que les dégâts énormes causés de part et d'autre par la rébellion et par le régime syrien, je pense, qui vont encore continuer en Syrie. David Rigoulet-Rose, entre la guérilla que nous décrit à l'instant Hasni Abidi et les milices qui participent à l'effort de l'armée syrienne pour s'emparer de ces villes, on pense évidemment au Hezbollah, le régime a-t-il les moyens de s'inscrire à nouveau dans la durée dans des villes comme Alep et de bien d'y associer les civils, avec le consentement des civils? D'abord, il n'y a pas que le Hezbollah, hein, il y a d'autres milices chiites, irakiennes, afghanes, pakistanaises, et puis les forces al-Quds du général Soleimani, le chef des forces à l'étranger iraniennes. Donc après, la question effectivement, c'est que rien ne sera résolu. C'est-à-dire que ça peut être une victoire militaire. Sur le plan stratégique militaire, oui, c'est une victoire incontestable si Alep tombe, parce qu'à ce moment-là, ça solde d'une certaine manière les comptes depuis 2012. En revanche, la question de la population et de la représentativité de nouvelles institutions, elle demeure posée de toute façon. Il y aura la question sunnite qui sera récurrente, lancinante. Et là, on retrouve effectivement le binôme Syrak, c'est-à-dire cette question qu'on retrouve également en Irak. Et donc ça, c'est un problème avec une différence notable, c'est qu'en Irak, les sunnites sont minoritaires, alors qu'en Syrie, c'est l'inverse. Bien sûr. On va en reparler dans un instant. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie du débat sur France 24. Restez avec nous.